Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Ceci n'est pas du coaching ». C'est toujours un plaisir de pouvoir vous recevoir et d'accueillir des invités, privilège à mes yeux et privilège également pour vous avec toute la matière qu'ils ont à nous livrer. Et à qui s'adresse ce podcast? Je reviens souvent sur la question parce que, les gens me disent, mais à qui tu t'adresses plus spécifiquement? Mais je vous dirais toutes les personnes qui gravitent autour du domaine de l'entrepreneuriat, gestionnaire, propriétaire. Donc, des personnes qui ont à cœur de faire profiter leurs entreprises tout en se développant, en allant chercher des compétences, en allant développer des talents, des connaissances pour être toujours dans un mode évolutif, constructif et se donner un air d'aller. Et plus particulièrement dans une période où on voit des soubresauts économiques, contexte géopolitique, je pense que le podcast et les invités de ce podcast sont générateurs de belle énergie pour vous. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Bouchard. Jean Bouchard, qui est un psychologue de formation, qui est président, fondateur également de Synergie Solutions Conseil RH, un expert en développement des personnes, un expert également en développement et en accompagnement dans le changement. Et le changement, je m'amuse souvent à dire que la seule routine qui existe dans ce monde, c'est le changement. Et l'être humain qui a de la difficulté avec le changement, je pense que se doit de considérer, de s'outiller de façon adéquate pour gérer ce changement-là puis limiter les répercussions chez lui. Donc, Jean est un passionné, vous allez le voir dans notre entrevue tantôt, un passionné dans le développement, un passionné dans la psychologie du travail. Puis, il a fait une carrière à très long terme comme gestionnaire et comme professionnel également et comme administrateur. 35 ans d'expérience. Donc, ça me rassure aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui ont autant d'expérience que moi. Et Jean accompagne les entreprises qui ont à vivre des défis structureux, des défis organisationnels. Et son long parcours qui l'a emmené, entre autres, dans des institutions comme Desjardins, le CHU de Québec, le CHU de Saint-Justine, Revenu Québec et plusieurs autres organismes font de lui et font de ses compétences des outils appropriés pour cette gestion du changement et la gestion des RH à l'intérieur de vos entreprises respectives. Donc, sans plus tarder, restez à l'écoute avec moi et profitez de cette heure en compagnie de Jean Bouchard. Bonjour, Jean. Bonjour, François. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Puis là, d'entrée de jeu, Jean, là, toutes les deux, là, les gens vont le remarquer, ça se peut pas. On est habillés en rouge. Puis là, je pense que tu vas nous parler de l'effet McDavid aujourd'hui. Je vais te parler de l'effet McDavid. Et écoute, comment est-ce que ça peut changer des vies, mais surtout transporter les ressources, transporter les cœurs et marquer des buts à la McDavid. Et ça tombe bien, ils ont gagné hier. Merci de l'invitation, François, vraiment. Ben, merci à toi d'avoir accepté d'être ici présent aujourd'hui, puis en toute transparence, en toute vulnérabilité, avec toutes les questions que j'ai préparées pour toi, de pouvoir exposer ton parcours et de donner un sens peut-être différent ou nouveau aux personnes qui nous écoutent. Grand merci. C'est une très grande opportunité et c'est un cadeau à quelque part de la vie, mais évidemment qu'on doit offrir aussi aux autres. Et je pense qu'un phénoménal voyage que j'ai mené pendant 35 ans et conjugué avec le tien qui est assez exceptionnel aussi. Je pense que, écoute, on va faire une belle ride ensemble. On va avoir une grosse game de hockey aujourd'hui. On va avoir une grosse game. On va jouer. Et voilà, et la puck est en plein centre. Oui, la puck est dans le centre. On lance ça, Jean. On lance ça. Donc, peux-tu me parler d'un moment clé de ta carrière qui a façonné ta vision du développement organisationnel? Qu'est-ce qui a éveillé chez toi ta passion du coaching puis de l'accompagnement des entreprises? Ça vient d'où, ça? Ça a pris racine comment? Écoute, je te dirais, François, c'est venu déjà en partant à l'âge de 9 ans.
je participais à des cercles de parole. C'est dans la table familiale où, écoute, de 9 ans à environ 14 ans, là, c'est façonné chez moi, si tu veux, toute une panoplie, si tu veux, d'images, de scénarios, de contextes. Et tout ça était raconté par mon père, qui était DRH. DRH, Ah. directeur des ressources humaines, donc à l'époque, puis là, écoute, dans les hôpitaux. Ma mère qui était infirmière. Ma mère qui agissait là, comme coach, et bon, j'écoutais ça. Puis, chacun notre tour, donc on avait 15 minutes avec ma soeur aussi, donc on racontait. On racontait nos journées, on racontait. Et donc là, moi, j'ai commencé donc à m'imbiber de, du storytelling de l'un et de l'autre. Et rapidement, je dirais quasiment que je suis tombé carrément à la renverse dans certaines situations, certains contextes. Donc là, j'apprenais. Donc, c'était carrément, si tu veux, de l'expérientiel. François, il n'y a rien de mieux que l'expérientiel. Il n'y a rien de mieux que ça. Et à 14 ans, mon père me regarde. Mon fils, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? La question. Psychologue industriel. OK. Il me regarde, il dit, oh, voilà, et mon fils, il dit, là, ça a émergé donc pendant 5 ans. Et après ça, ça a été le fil conducteur qui s'en est suivi et qui a amené, si tu veux, un paquet d'expériences clés, un paquet de rencontres clés avec des personnes clés qui m'ont comme insufflé, si tu veux, le plaisir, le bonheur et aussi la valeur ajoutée liée donc à la fonction de consultant dans les organisations. Et à ce moment-là précis, dans les alentours de... Écoute, là, c'est là, écoute, déjà, je faisais mes sciences administratives au cégep. Déjà, je faisais mon bac en psychologie. Et dans la perspective où j'avais déjà des cours, je prenais tous les cours du monde en administration, en relations industrielles. Bref, sauf la comptabilité, mais bon, j'avais tout pris parce qu'on m'avait dit au département de psychologie industrielle, organisationnelle de l'Université de Montréal, Jean, c'est pas compliqué, on prend personne de Québec, on prend personne autre qu'on prend les meilleurs. L'effet de McDavid. On prend les meilleurs. Et là, on est devant 300 personnes au Deconin qu'on prend les meilleurs. Je vais voir le gars en avant, il s'appelle André Savoie, c'est un des kings en psychologie du travail dans le monde. Quelque part, André en avait fait pas à peu près. Puis là, je dis, Monsieur Savoie, qu'est-ce que ça prend pour rentrer dans le royaume de la psychologie du travail pour arriver là quelque part? Alors, j'ai tout fait ça. Et j'en ai fait plus encore. Et j'avais déjà le paraprofessionnel et j'étais déjà impliqué dans des fondations aussi. Et par l'entremise de mon père, qui a été un modèle, vraiment un sérieux modèle dans ma vie. Et bon, et à cela, donc, j'y suis arrivé. J'ai obtenu la carte de la carte pour atteindre donc l'école de psychologie industrielle organisationnelle. On voulait avoir des moyennes parfaites, on voulait avoir du monde parfait. Moi, j'étais peut-être pas parfait, presque, mais c'est surtout que j'avais, et lorsque on me regardait et qu'on discutait, on disait, OK, lui est avec cœur, lui il est différent, lui il y a comme quelque chose qu'on dirait que c'est comme c'était originel en moi, c'était dans mon ADN, François, c'était dans ma cellule, c'est ce que je voulais faire, c'était ma mission de vie, mon mandat comme tel de vie, projet de vie que je voulais exercer, que je voulais réaliser. Est arrivé le stage à la fin, dans le fond, de ma maîtrise, et le stage, j'ai fait où? Desjardins. Wow! Quelle expérience extraordinaire! Pierre Ouellette. Pierre Ouellette, qui était donc mon responsable de stage. Écoute, ça a connecté incroyable. Ils ont capoté, j'ai capoté. Super connexion. J'étais avec l'approche de Saint-Arnaud, les livres de la consultation, en veux-tu, en voilà, les approches. J'avais développé tout l'aspect du diagnostic organisationnel qui était fondamental du côté là, de la maîtrise en psychologie industrielle organisationnelle à l'époque, qui, lorsqu'on revient aujourd'hui, maintenant, ça prend un DPS, ça prend un doctorat, mais écoute, à l'époque, là, c'était du sérieux et on avait des travaux de session à remettre à toutes les semaines, on avait des speeches à faire à toutes les semaines à nos collègues. Il fallait arriver parfait. J'avais donc, et déjà à l'époque, je te dirais, on remonte à 9 ans, j'ai été comme élevé dans la culture de l'excellence, la culture d'une saine performance. Et à cela, donc, si je reviens donc à Desjardins, ben écoute, j'ai enflammé j'ai enflammé, si tu veux, à la fois la fédération, à la fois la confédération. J'ai été consultant, j'ai été conseiller en même temps de 90 à 92. Et là, de 92, ben là, écoute, l'aventure hospitalière, alors, mon approche de consultant, c'est quoi? C'est déguisé sous l'influence, si tu veux, de l'effet McDavid, qui à l'époque serait peut-être l'effet Lafleur ou serait peut-être l'effet Mario Lemieux.
Ah ben écoute, dans le merveilleux monde hospitalier ici à côté, là, du côté de l'hôpital de l'Enfant Jésus, qui était le plus gros Oui. centre hospitalier de la région de Québec et même de l'Est du Québec. Puis écoute, la petite histoire, là, c'est allé jusqu'à, si tu veux, dans le merveilleux monde hospitalier jusqu'en 2022. Et j'ai bougé comme à quelque part, et on pourra en reparler tout à l'heure, la Ouais. fonction consultant, ben, je l'ai déployée. Et je l'ai déployée à différents niveaux. Et je l'ai déployée avec quasiment des milliers de ressources. Et toujours avec les clés gagnantes. Les clés de l'effet McDavid, l'effet Crosby, l'effet Lemieux, l'effet vraiment qui fait, et on aura tantôt Ouais. l'occasion, je pourrais te parler un peu des ingrédients. La pomme, on dit, la pomme tombe jamais loin du pommier, là. Donc, Ouais. comment, parce que là, avec le rôle de tes parents dans leur vie de chaque jour, dans leur travail, comment c'est venu orienter tes choix, toi? Ben, écoute, Ça peut être inné en toi, oui, ce besoin-là d'aller vers les gens, puis oui, bon, t'en aller en psychologie industrielle, oui. mais il reste que, tu sais, je pense qu'il y avait de l'ADN dans la famille, là. Ah, il y avait de l'Éden dans la famille, c'est incroyable. Puis, à quelque part, connais-tu la théorie U de Schermer? Vas-y. Otto Schermer a fait partie du même groupe d'âme. Nous sommes du même groupe d'âme. Et là, quand j'ai su que, à quelque part, nous étions ensemble, que ce qu'on portait, wow, Wow. je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Chacune des fois qu'on parlait, puis bon, malheureusement, ma mère est décédée, donc dans mes bras, quelque part, Ouais. il y a de ça, donc 20 quelques années. Je lui avais dit, je vais continuer ton combat, chère mère. Et là, c'est ce qui a expliqué certaines choses où j'ai eu, j'ai eu, si tu veux, là, à porter le flambeau, si tu veux, là, des causes, de la cause contre le Ouais. cancer. Puis on viendra là-dessus. Mais si je reviens, là, chère mère, dans le fond, c'est qu'on fait partie du même groupe d'âme. Et toute ma vie, je suis allé chercher et j'ai eu le plaisir de travailler, de côtoyer, de façonner, dans le fond, cœur, tête, courage, d'équipe, de ressources, de champions, et à essayer, là, ensemble, de faire du bien, le meilleur de Ouais. soi-même, de donner le meilleur de soi. Et vraiment dans la perspective de créer des univers où il est bon et bien d'être. Le milieu hospitalier est incroyable. Ouais. C'est des gens extraordinaires. Les médecins sont incroyables, le personnel infirmier. Bref, ça a été une opportunité exceptionnelle pour moi que j'ai eue. Merci la vie, François, que j'ai eu donc le plaisir de pouvoir, de façon assez, c'est touchant, marquer les cœurs, donner, offrir, Ouais. donner le meilleur de moi. Oui, à un moment donné, Rémi Tremblay me disait, Jean, t'en as assez de connaissances. Là, ça fait 20 quelques années de ça. De me connecter, vraiment de me connecter, créer une proximité, créer en pleine conscience, créer vraiment une connexion des cœurs, une connexion des âmes, une connexion à la U, auto, Ouais. théorie U de Charmaire. Mais on ne fait pas de la théorie ici, là. On Non. est vraiment... Et je peux te sortir des modèles jusqu'à demain matin. Je peux te sortir, j'ai eu le plaisir, et à un moment donné, ma passion pour la psychologie industrielle était telle que Jean-Claude Lorrain, qui était le président du mouvement de la psychologie du travail organisationnel au Québec, m'a dit, Jean, ça te tente dessus de partir quelque chose dans l'Est du Québec. Ben oui, fait qu'écoute, garde, je vais partir, vois-tu, dans l'Est du Québec. Et là, je suis allé me chercher les super joueurs, les François Bernatchez, en tout cas, bref, là, avec qui consultants, des gens des organisations et tout ça. Et toujours dans le plaisir, dans le bonheur et dans la pratique, dans l'excellence, d'essayer de faire évoluer aussi la pratique, mais au service et pour faire sens et service de clients organisationnels, d'équipes, de personnes qui en ont besoin. Je t'écoute parler depuis tantôt, là, puis j'ai une question qui me brûle les lèvres. Ça vient d'où, toute cette passion-là qui t'anime? Tu sais, tu parles pas comme un pépère, là. Tu sais, tu parles pas, puis sans préjudice, là, Hum, mais tu sais, t'es enjoué, t'es enflammé, on voit que c'est naturel chez toi. hum. Tu rayonnes, les yeux te pétillent, mais ça Oui, vient où, toute cette passion-là? oui. Écoute, je pense que ça vient de moi-même, parce que quelque part, je l'ai découvert par le storytelling, par les expériences de vie de personnes inspirantes. Puis là-dessus, à chacune des fois, je fais des wow, tu sais, bon, mon père, ma mère, là, je peux te compter, donc Albert Trudel, les Pierre Ouellette, les André Savoie,
Je peux te compter les Robert Raccoon, je peux te compter les Michel Nadeau, les Luc Nadeau, je peux te compter les histoires en lien avec Michel Boudreau. Incroyable, 20 ans avec Michel Boudreau, un enflammé aussi, passionné, innovant, genre, il faut aller dans le bon sens. Et la liste est longue. Des François Deschamps, quelque part. Une panoplie de cœurs où on a tous à avancer. Les Jean-François Fortin-Véraud, les Rachel Fournier, les Annie Mercier, quand on partage Lynn Blackburn avec le Carrefour RH de la Caisse. Et écoute, la liste est tellement longue qu'on en aurait jusqu'à même Mais matin. c'est vraiment dans ton ADN. Mon ADN. C'est toi. C'est pas forcé, c'est naturel, c'est spontané. Oui. Sais-tu que je nage à tous les matins, François, depuis environ 3-4 ans? J'ai 100 000 km de vélo parcouru depuis 2000. Je me suis donné le défi de, bon, là, évidemment, là, quand j'ai starté, on m'a dit, bon, écoute, capitaine de l'équipe du CHUC, dans le temps, c'était du CHUC, Oui. et de la région de Québec pour le cyclo-défi contre le cancer. Ben là, je portais la cause, j'ai plusieurs vocations. Je porte la psychologie industrielle, Donc, je porte Jean est engagé. Je suis engagé, les fondations, j'ai 42 ans de lien avec des magnifiques organisations à donner le meilleur de soi. Je pense que le bénévolat nous permet, François, d'aller chercher... C'est enrichissant. Aussi. Puis donner au suivant, puis donner un sens à sa vie, donner un sens à la vie des autres, donner un sens à la communauté aussi, qui nous permet d'être là où on est aujourd'hui. Là. Oui. Tu sais, t'as une belle et une bonne vie, moi aussi. Donc, tu sais, puis c'est important. Puis il y a des gens autour de nous qui contribuent directement ou indirectement. Et François, je te dirais ici, tu sais, quand je te parle que, bon, le matin, avant le travail, je nage, ensuite de ça, bon, je suis là du midi, quand j'ai le temps de 2 réunions, on va courir un peu 20 minutes juste pour dire, c'est qu'on réchauffe la machine. Et en soirée, du vélo un peu quand je peux, là, et tout ça. Et tout ça, et pourquoi? Pour énergiser mes cellules. Là, on ne rentrera pas, vois-tu, dans une dynamique médicale et tout le tralala. Pour donner le meilleur de moi-même aux équipes. Pour être toujours au meilleur de moi-même. Et Dieu sait, j'en ai vécu des affaires, le fun, des gros défis. Là. Puis tout ça, moi, depuis l'âge de 4 ans là, que je suis stimulé par le sport, je fais tous les sports. J'ai été dans le rouge et or. À l'athlétisme. À un moment donné, j'étais le 3e score junior mondial en sprint, aux 50 mètres intérieurs. Mais bon, bref, je m'en allais aux Olympiques, il faut à peu près. Et tout ça, dans le fond, écoute, là, j'ai dit, OK, j'ai des talents. Là, peut-être j'ai des affaires, mais tout ça pour donner le meilleur de moi-même et de me connecter au meilleur. Parce qu'à quelque part, il faut que tu incarnes aussi, sans faire du leadership éthique, sans faire du leadership collaboratif, du leadership transformationnel, sors-le tout, servant leadership. Ça faut que tu inspires quelque chose. Excuse-moi, là, ça postillonne tellement. Là. Mais il faut que ma passion, dans le fond, elle est née par... C'est de l'entretenir aussi. Puis je dis souvent à mes clients, là, l'exercice, puis on n'a pas besoin d'être athlète olympique, là. Mais l'exercice, le fait de bouger, prendre un 15 minutes, sortir, bon, aller faire une course 15 minutes, faire un tour de vélo 15-20 minutes, OK? Ça vient régénérer la capacité du corps humain puis la capacité cognitive aussi d'augmenter son niveau de lucidité, son niveau de conscience. Et plus tu es conscient de ce que tu fais, plus tu augmentes ton niveau de confiance en toi puis ta capacité d'exécution. Hey, c'est un modèle de référence, Jean. Bravo. Merci, François. Et là, je vais tirer l'effet de McDavid. Ben oui. Focus extrême. Vas-y, parle-nous-en de McDavid. On va parler de McDavid un petit peu. C'est la psychologie des champions. Je me suis toujours attardé à ça. Je les regarde m'inspirer. Pourquoi est-ce qu'il m'inspire? Qu'est-ce qui fait que, OK, 2, 3, peut-être 4 ingrédients, peut-être même plus simple si on a le temps un peu, mais on ne flagrera pas trop là-dedans. Focus extrême. Focus extrême dans le sens où on essaie le plus possible d'éliminer les bruits environnants, ambiants. À quelque part, ça veut dire, évidemment, d'en tenir compte à quelque part aussi. Nombre de fois j'ai eu dans les équipes, la gestion d'équipe, là, on arrive dans mon bureau, ils sont 12 autour de la table, puis là, ça pleure, puis là, ça fait trop étreint, puis là, quelque part, il faut ramasser tout ça, puis il faut essayer de voir, là, écoute. Alors, à un moment donné, donc là, on se ramène sur les faits, on élimine les bruits ambiants qui viennent là, de tout ce qui est bref, des peurs, des craintes, ça peut venir des environnements externes et tout ça. Bon, bref, premier élément. Deuxième élément, et ça ici, c'est intéressant, c'est la discipline invisible.
Ça veut dire ici, c'est le plus possible, de travailler, d'agir, tous les comportements, les micro-habitudes que tu déploies dans l'invisible, que tu ne vois pas, mais qui font toute la différence. Là, on est en micro, on a caméra et tout ça. Et c'est de l'infiniment petit que tu finis par en faire un infiniment grand. Souvent, quand je fais de la consultation, alors je fais les quick wins. Ouais, et puis là, écoute, et là, il capote. Quick wins, c'est quoi, quick wins? On en reparlera tantôt, monnaie quick wins. Mais c'est aller chercher de quick wins. Ça, c'est important. Une petite étape, une petite affaire, une petite bouchée. L'éléphant est gros, on ramène ça tout le temps. Puis c'est important de façonner bon comportement, la bonne attitude. C'est par l'attitude et l'altitude et la bonne l'attitude que tu détermines l'altitude dans tout. Dans tout projet, dans ta vie, dans tout. Et ça, c'est important, ça, François. Ça avait été Gilles Landry, qui était directeur des services techniques et qui avait donc l'idée de bâtir, si tu veux, là, le futur CHU de Québec en haut, à côté de l'Hôtel-Dieu. Finalement, donc, ça s'est ramené ici. Mais bon, le disait, et ça, c'est important. Donc, c'est un autre aspect qui est extrêmement important. À cela, autre aspect qui est extrêmement important, la résilience. C'est un élément extrêmement important, la résilience dans tout. Puis résilience ici, je fais quand même une critique sur cet aspect de résilience-là organisationnelle, en le sens que quand tu me dis qu'on est en résilience, c'est que ça ne va pas toujours très bien. Et il faut travailler sur le bien-être, il faut travailler sur la santé bien-être. Santé bien-être organisationnelle, santé bien-être des équipes, santé bien-être de soi, de chacun. Et surtout, et beaucoup des gestionnaires. Il faut en prendre soin. Oui, souvent, ils se laissent aller. Ils vont prioriser la job, ils vont prioriser la famille, prioriser les clients, prioriser les employés. Et ils s'oublient. Grande erreur. Ils s'oublient. Grande erreur. Et à ce moment-là, donc là, c'est un voyage en soi. Là, tu dois faire un voyage en soi. Il faut que la gestion de soi. Écoute, regarde, à un moment donné, quand j'ai eu le plaisir de gérer le centre d'expertise, bon, sans compter tout le... on viendra sur le centre d'expertise. Il faut travailler sur les ingrédients. L'humilité extrême. L'humilité extrême, ça veut dire que moi, je ne toucherai d'abord, ça prend une coupe Stanley, ça prend une coupe, ça prend un défi, mais ça prend... Et il faut amener nos équipes pour soi. Et il faut, pour donner sens et cap à l'action, au comportement, au bon comportement et tout ça, ça prend une cible, ça prend un défi, ça prend un cadeau, ça prend une récompense, peu importe. Et là, il faut l'imaginer. Là, on peut faire du McKinsey, on peut faire aussi de l'Océan Bleu, stratégie Océan Bleu, du côté là, bon, bref, là, il y a les auteurs, le Kim Chang, bon, c'est ça. Chang Kim, voilà. Ça, donc, ça prend ça, mais c'est que rien n'est acquis. L'humilité extrême, c'est rien n'est acquis tant et aussi longtemps qu'on n'a pas gagné. McDavid, quelque part, quand il n'a pas soulevé le trophée de la conférence de l'Ouest. Non, c'est moi, quand on aura gagné vraiment, lorsqu'on aura gagné la Coupe Stanley. Bon, peut-être que cette année, c'est leur tour, on verra bien. Ça, c'est un autre aspect. L'humilité extrême, mais c'est pas que l'humilité radicale. On peut aussi aller jusque-là. Mais c'est parce que c'est, à quelque part, la psychologie des champions. Et c'est plus qu'encore aussi, Pierre Vercheval, j'ai eu le plaisir de gérer des journées de développement, des grands colloques de gestionnaires où on était 1200 dans la salle et tout ça. Et certains m'ont jeté à terre. Pierre Vercheval, je pose la question, on est en lien avec l'effet McDavid, toujours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête contre le Saskatchewan? Il restait 1 minute quelque à jouer, peut-être moins, au cadran. On est en Saskatchewan, je pense que ça joue en terrain hostile. Ouais, hostile. Oh! Et là, vous avez le ballon, vous êtes dans le red zone, de l'autre côté, donc là où vous en êtes pour marquer un toucher, mais rien n'est acquis encore. Et là, vous perdez, je pense qu'il perdait par 6 points, quelque chose comme ça. J'y pose la question. Jean. Il dit pas compliqué, puis là, il s'avance. Là, tu sais, écoute, il est assez costaud aussi. Assez costaud. Tu dis, OK, écoute, garde. On va l'écouter. On va l'écouter. Il va avoir quelque chose à dire. Préparation. On était prêts. On savait exactement quoi faire
rôles et responsabilités clairs. On s'était préparé, repréparé et repréparé. Et nous avions travaillé sur cette phase de cette séquence de jeu-là précise, sachant fort bien que c'est peut-être là que se ferait la différence. Moi, j'ai gagné des Coupes Grey. Je n'ai jamais touché le ballon. Mais on avait confiance en chacun de nous. Confiance que chacun, on donnerait le meilleur de nous à cet instant précis-là. La foule n'était plus là. Les bruits, hein, quand on parle des bruits, il n'y en avait plus. On ne s'entendait pas parler. Focus. Et c'est à ce moment, tout ce que je viens de raconter sur donc là, il l'incarnait. Bref, il serait là à côté, puis on pourrait, on jaserait là-dessus, pas à peu près. Mais ça va plus loin que ça. Il y a le cœur. La psychologie des cœurs est importante ici. C'est qu'on voulait gagner à tout prix. On veut gagner à tout prix et même aller jusqu'à mourir pour gagner. Ça, là, on tombe dans quelque chose d'autre. Et ça, je l'ai utilisé à nombreuses reprises dans des contextes de gestion d'équipe où on avait quelque chose de magnifique, un super trésor, finalement, qui est devenu l'environnement numérique d'apprentissage. Mais à l'époque, moi, j'étais celui qui devait couper en budget, être un peu bouché. Mais au lieu d'être bouché, je suis devenu boulanger et pâtissier. On a fait quelque chose avec ça. Et donc, il fallait recréer un autre univers, un autre océan et avoir du fun là-dedans. Et à ce moment-là, là, on s'est dit, écoute, au lieu de couper, on va essayer de voir comment est-ce qu'ensemble, on peut faire économiser, mais être encore meilleur. Faire du mieux avec ce qu'on est. Aller chercher les cœurs, les talents, et les mettre tous ensemble et leur dire, regardez, et là, tu les écoutes, ça vous tente-tu? Et là, tu peux le mur de reconnaissance, je peux te sortir toutes les techniques inimaginables là, qu'on peut, les forums ouverts, les Word Café, moi, c'était beaucoup par les Scrum, là, évidemment. Là. Mais donc, monter tout ça, donc, ça prenait donc les bons joueurs. Il était des fois à l'interne, des fois, il était à l'externe. J'avais des cadres qui faisaient donc des normes comme telles, qui faisaient en sorte que, écoute, j'allais chercher du monde. Ils n'étaient pas syndiqués. Puis après ça, ils sont devenus syndiqués. Donc là, j'ai développé à l'interne une équipe de consultants. Je suis allé chercher Elisabeth Morin, qui est rendue à Revenu Québec comme VP. Écoute, elle s'amuse. Ça fait longtemps qu'on s'est reparlé, mais Elisabeth, sacré, bon Dieu, génial. Des Porsche. Moi, ça me prend des Porsche. Moi, ça me prend des Ferrari. Les Ferrari, c'est pas nécessairement une performance pure, mais c'est aussi, tu veux t'engager. Je les sens engagés, je les sens performants, je les sens convaincants. Ils me convainquent. Parfait, c'est excellent. J'ai eu à gérer des centaines de carrières au niveau des programmes de relève des cadres là, que j'ai eu à monter. Encore une fois, j'étais pionnier. J'étais comme dans l'innovation, François. Il y avait comme genre, écoute, pour leur expliquer que, écoute, l'organisation, le futur est aujourd'hui. Ah ouais? Le futur est aujourd'hui. Je vais voir tous les directeurs. Et là, on montait ça en disant, regardez, voici ce qui va arriver dans les 5 prochaines années. PMO. Puis là, on regardait donc les postes critiques. Les personnes qui possèdent des savoirs critiques de ces postes-là, puis on faisait jouer les affaires pour après ça. Donc, voilà. Donc, on a créé une belle crise. Puis là, avec Michel Boudreau, notamment, Michel était incroyable. Il vendait ça. C'est un extraordinaire vendeur, un gars de cœur, un gars de talent, un gars avec qui j'ai eu une spin incroyable. Et à cela, donc, on a créé l'effet rouge et or à l'époque. Les jeunes disaient, c'est incroyable. Et vous croyez en vous. Et on leur donnait donc la chance. Fort de tout ce que tu nous partages, de cette expérience-là, effet McDavid, puis toute la psychologie là, que tu es en train de nous parler, là, pour le bénéfice de nos auditeurs, plus concrètement parlant, OK, avec des dossiers, sans bien entendu, sans nommer personne, hein, mais comment tu peux transposer, parce que dans ta relation avec les entreprises, tu as vraiment à faire des interventions qui sont cruciales. On parlait de changement tantôt. On parlait d'organisation RH, de valorisation d'entreprise, d'atteinte d'objectifs. Mais quels sont les principaux leviers de croissance et d'impact pour les entreprises, selon toi, là, afin de se réinventer? Le capital humain. Le capital humain. Le capital humain, je le répète, 2, 3, 4 et pourquoi peut-être 5. Le capital humain? Sans capital humain, tu vas nulle part. Mais le capital humain doit être intégré à l'intérieur de la business, du plan d'affaires. On doit parler le même langage. Donc, il faut amener, là, ici, François, je pourrais te parler
Et moi, j'ai développé, j'ai des outils jusqu'à demain matin, des moyens jusqu'à demain matin. Et maintenant, avec 35 ans d'expérience, je te dirais là, que rapidement, business case. Ouais. Puis rapidement, où se situent les vraies affaires, les forces, là, les bons coups sont et aussi les zones chaudes. Les zones chaudes, à quelque part, il faut les soulever, il faut les mettre en priorité. Et où est le capital humain là-dedans? Au service de quoi? Gestion du changement, je te résumerais ça dans le sens où c'est un impératif de changer. On n'a comme pas le choix. Mais il faut, qu'est-ce qu'on fait pour fidéliser? Qu'est-ce qu'on fait pour... Oui, puis comment le faire, ce Comment le changement-là? faire, ce Comment changement? l'initier, puis qu'il soit durable Qu'il aussi. soit durable. Diagnostic, mesure, évaluation. Et là, on sort, vois-tu, peut-être 1, 2, 3, 4 instruments. Moi, ma force est d'utiliser le bon instrument au bon moment, mais de me connecter rapidement, si tu veux, à tête, cœur, courage des organisations. Une organisation a une tête, un cœur et un courage. Je fais du Alain Gosselin. Prends donc, évidemment, que j'ai rencontré la semaine passée, sympathique, un que je ne faut pas que j'oublie, qui m'a inspiré extraordinairement dans mes cours. Et après ça, on a fait des choses ensemble intéressantes. Ouais. On l'invitait là, dans des colloques, conférences, journées, développement, Réal Jacob aussi. Et bon, c'est que ici, ce qui est pertinent, et important, dans le fond, c'est ça, c'est le capital humain, l'impact du capital humain sur, évidemment, l'organisation, que si tu ne le considères pas, ben c'est à ce moment-là où... et le meilleur vecteur de l'efficacité ou de la performance future est le comportement passé. Et ça, Alain Gosselin le raconte et le raconte et le raconte. Pour les organisations, ben, c'est de voir un peu ce qui va bien. On essaie de ne pas trop décourager. Et après ça, donc, on porte et on comprend ce qui se passe du côté financier, ce qui se passe du côté ressources matérielles, ce qui se passe... Et dans certains des cas, moi, c'est arrivé, on me confiait les clés du char pour créer un espace collaboratif. Ouais. Ah, OK. Je suis devenu chargé de projet. Puis à quelque part, et là, à un moment donné, on avait concrètement, François, je pourrais t'en compter du concrètement jusqu'à demain matin. Et là, on avait, vois-tu, un budget, une subvention qui était reçue et tout ça. Et on devait donc, on a 6 mois pour livrer. Alors, je parle à Céline Bareil du HEC Montréal. Céline, qui est une master en matière de gestion de changement. Puis, l'autre est en train de développer la HEC Montréal, centre-ville, tu sais. Puis, est-ce qu'elle, ses outils CAP, c'est des outils incroyables que j'utilise des fois en totalité, des fois en partie, des fois pas, parce qu'on n'a pas l'opportunité, ni le temps, ni la capacité organisationnelle de. Les organisations ont des livrables, des défis, des enjeux. Il faut se brancher sur le rythme, la capacité importante. Je reviens donc, là, il fallait faire vite. Alors, on a fait du co-design, on a fait de l'idéation avec carrément l'équipe projet du côté immobilier. À ça, on a regardé toute l'équipe RH qui était, puis il y avait 100 quelques personnes qui étaient là-dedans, mais il fallait s'entendre, puis il fallait arriver, puis il fallait livrer. Les architectes étaient là. Là, on était en pleine COVID, François. On était en virtuel en plus. Et là, on avait le cahier de charge, on avait le planning, et on n'avait pas le choix. Il faut livrer. Mais il faut livrer avec sens, il faut livrer avec cœur, il faut livrer de façon tangible, de façon à porter ce projet-là, que tout le monde le porte. À un moment donné, moi, ça a toujours été ma force, que les gens portent le projet et qu'ils y adhèrent, qu'ils le comprennent, qu'ils y adhèrent et qu'ils passent à l'action. Parce qu'un projet qui est bien présenté, qui est bien monté, qui est bien structuré, ça va être un projet mobilisateur. Oui. Et là, tu vas avoir toute une équipe, une organisation en arrière. Exact. Mais quand on manque de communication, quand on manque de clarté dans le projet, ben là, à ce moment-là, on peut avoir l'effet inverse. On peut avoir l'effet inverse. La communication, François, est incroyable. Puis là, on pourrait aller chercher, si tu veux, les 17 Sirius. Et je m'amuse à quelque part un peu là-dedans. Fondamental, ce que tu viens de dire. Mais important d'avoir une vision claire du projet. Ça, c'est important. On comprend-tu? On s'en va-tu par là, à quelque part? Et on y adhère-tu? S'il y a des préoccupations à gauche et à droite, on va essayer évidemment de les mettre rapidement, de les communiquer, rapidement. Et après ça, donc, essayer de faire ensemble. Lorsqu'on a eu, je pourrais te parler de quelques projets confiés, lorsqu'à un moment donné, il fallait couper. On avait trop de ressources consultantes à l'interne.
Et là, à un moment donné, défi majeur, j'ai comme mérité de 3 postes, directeur adjoint, 2 postes d'adjoint au directeur, ça n'en est devenu qu'un seul. Gilles Lebeau, il ne faut pas que j'oublie, qui a été un mentor pour moi, un coach pour moi aussi. Et Gilles qui avait l'acuité à un moment donné de dire, écoute, trop de projets, c'est pas le meilleur. Il faut travailler, dans le fond aussi, dans l'optimisation des conditions d'exercice Oui, du ça travail. devient de la distraction. Ça quand devient de il y la en a trop. distraction, exactement. Quand il y en a Alors là, écoute, j'avais un impératif. Donc, à ce moment-là, l'impératif, alors c'est à ce moment-là, un gros, grand défi. Oh, là, tu prends 3 grandes choses. C'était des postures, c'était des solides gaillards que j'avais. Bon, bref, donc, nouveau poste créé. Là, après ça, donc, l'impératif de livrer vraiment au pâtissier, à la mode pâtissier. Alors, c'est là où on a eu à innover. Et on a eu donc à créer, à faire comment est-ce qu'on pourrait, dans le fond, économiser. Alors, c'est en mettant donc les forces, les intelligences de tous les établissements de santé de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, 2 régions. Et tranquillement, donc, c'est devenu un centre d'expertise des gestionnaires. J'ai eu, on a géré ça. Il y avait 50 gestionnaires coachs là-dedans. Il y avait 3 coachs ICF certifiés. Et il fallait évoluer le tout. On avait, puis tout ça, dans le fond, ben là, on s'est dit, on va faire du e-learning. On va faire du e-learning. Le e-learning en 2007, à quelque part, le monde me regardant voulant dire. Et là Il t'interroges. sort d'où? Il sort d'où? Puis là, t'interroges quoi, là? Tu vas chercher les 3, bon, t'as les, bon, il y a 3, il y en a peut-être même 4 S, là. Je fais du McKinsey un petit peu, là, puis je fais du Réal Jacob. Ouais. Tu regardes les 3 S, les 4 P, même quasiment les 5 P. Ouais. Puis là, tu essaies d'avoir une symétrie, une synergie des cœurs, talents et, bon, dans le courage de tous à travers le tout. Et c'est devenu, là, je suis allé chercher là, des joueurs, autant du côté du ministère, autant du côté, évidemment, tout était piloté par mon boss Michel Boudreau. Et on a eu à monter ça du côté des PDG, du côté du réseau. Pour te faire une histoire très courte, notre histoire est devenue provinciale. Alors là, dans ça, c'est devenu l'environnement numérique d'apprentissage où on avait des technopédagogues et bon, et c'est 3, 4, des fois 5 même formations, mais qui se donnaient de façon différente, des contenus différents. Moi qui gérais des millions en formation, moi qui gérais, si tu veux, là, des milliers, je vais former énormément de monde. Développement des compétences, François. Une autre question pour Oui. toi. Une autre question pour toi. Moi, je parle souvent là, du syndrome de la poupée russe. Oui. OK, je ne sais pas si tu connais. Non, le syndrome de la poupée russe, c'est que tu as un patron dans une entreprise, Oui. un dirigeant, puis il va embaucher des personnes qui sont de plus petite taille, plus petite nature, plus petites compétences que lui. Oui. OK? Aujourd'hui, on voit les hauts potentiels arriver en entreprise qui peuvent faire peur aussi là, à certains dirigeants. Là. Mais comment tu vois, toi, l'intégration et l'environnement à mettre en place pour favoriser l'intégration du haut potentiel et de transformer les entreprises à un niveau supérieur? Ah, ça, c'est génial. Écoute, c'est du Alain Gosselin. On s'est amusé là-dessus. On l'a fait dans tout ce que je te raconte. La relève, ça en fait partie. Parce qu'il ne faut pas en avoir peur des hauts potentiels. Au contraire. Il faut les détecter. Il faut les cibler. Ils sont où? Et très souvent, va chercher tes gestionnaires, parle à tes gestionnaires. Les gestionnaires le savent, les reconnaissent et tout ça. Et il faut que tu les mettes immédiatement sur le terrain. Tu les écoutes et tu les mets immédiatement sur le terrain. Ils sont où exactement? Et donne-leur des défis. Là, on est dans des générations où, là, autrement, c'était différent. Autrefois, qui était comme genre pas très loin, là. Et aujourd'hui, donc, c'est des défis. Mais bon, il faut que tu les mettes en contexte. Il faut que tu les mettes et il faut que tu les reconnaisses. Reconnaissance, valorisation, considération. Et à ça, il faut que tu les mettes ensemble. Et il faut que tu crées, concrètement, il faut que tu crées des espaces où ils ont la possibilité de pouvoir se déployer leurs ailes au meilleur de ce qu'ils sont. Là, on fait de l'orientation positive, de carrière. Alors ici, une façon très solide, très rigoureuse. On va te chercher, fais-leur passer des tests, performance carrière. On peut aller chercher les profils Nova, on peut aller chercher les trimons, on peut aller chercher... Il y a une mesure d'évaluation et elle doit être tangible. Et là, tu dois leur dire exactement, OK, certains le savent, d'autres le savent moins, d'autres le savent pas. Ah! Et là, ça devient fascinant de voir qu'il y a dans nos équipes, dans les organisations, dans nos équipes, il y a un paquet de ressources qui ne demandaient que ça. L'éveil du talent. OK!
J'avais pas l'opportunité. Donnez-leur l'opportunité et donnez-leur, mettez-les en contexte, mettez-les à défi, donnez-leur des projets. Mettez-les à profit et ensuite de ça, créer des tandems, des binômes avec des plus expérimentés. Il faut les faire évoluer, créer des parcours, créer des programmes de gestion de relève. Mais bon, mettez-les dans la PMO. Ça presse, c'est important. Il faut qu'ils soient aussi connus, reconnus. Là, ça dépend. On va faire de la culture, François. Certaines cultures le permettent, d'autres moins, d'autres pas. Alors, il faut interroger ça. Donc, moi, j'ai tellement eu à coacher des établissements aussi dans la province de Québec à travers le Carrefour RH, où on avait monté un manuel, ça d'épais. Bon, bref, c'était sur 12 enjeux, là, comme tel. Et ça parlait de ça, de l'importance de bien détecter le potentiel, bien le mesurer, et après ça, de bien le faire Selon toi, activer. quelle est l'erreur ou quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans la gestion des hauts potentiels qui fait qu'on perd des ressources vraiment incroyables parce qu'on a mal évalué, on a mal considéré? Détracteurs. Les détracteurs, et dans tout ce que j'ai pu voir, dans les centaines et centaines de HP, de haut potentiel vus, qui certains sont « wow », sont devenus directeurs, en tout cas, bref. À un moment donné, c'est qu'il manque de soutien du côté là, des supérieurs. Ensuite de ça, là, les choses sont pas claires. Elles sont pas dites de bonne façon. Donc, on ne travaille pas le trademark. Il y a comme une commercialisation de soi, mais aussi la commercialisation de soi, de mon talent, de bien le gérer aussi. Il y a des comportements. À un moment donné, là, tu peux tomber dans une zone où tu es à ce point confiant que tu avances trop vite, tu vas trop vite, mais tu ne prends pas le temps d'écouter l'autre. Et à ce moment-là, donc, il y a des paquets de compétences qui sont... Et dans la détraction, à un moment donné, les détracteurs, excuse-moi, les éléments là, qui peuvent... c'est que, écoute, moi, je suis à ma tête, moi, je travaille en silo, je ne travaille pas en réseau, et le je, non. Moi, les meilleurs leaders, ils parlaient au nous. Au nous. Ils aimaient l'équipe. Ils aimaient et ils s'intégraient, donc ils étaient des exemples, des modèles. Ils faisaient partie de l'équation. Ils faisaient partie de l'équation. Et le quick wins, en sens que, et là, ici, donc, la coupe n'est pas, et là, on revenait à l'effet McDavid. Ouais. OK, l'humilité, donc revenir sur l'humilité. Pas être trop d'impant, pas être job aussi de gestionnaire, de ne pas le mettre trop vite, de ne pas le brûler trop vite, de le mettre, vois-tu, vraiment dans des contextes, dans des bons contextes, dans des bonnes conditions. Tu ne mets pas quelqu'un trop vite à quelque part sans qu'il y ait... Écoute, je peux t'en parler jusqu'à demain matin, François. Et ça, c'est le focus extrême aussi. Reviens sur... Là, tu as des bruits ambiants. À un moment donné, là, c'était des candidatons, les cancans, puis tout ça, puis que là, écoute, regarde-moi, moi, l'écraser, puis ouais. Là, ça arrivait à mon bureau, et moi, j'avais un paquet de monde qui gérait à relève, et tout ça. Puis là, ça arrivait, puis là, il y avait... j'exerçais comme gestionnaire coach. Je faisais du coaching auprès de la relève. Après ça, je coachais ma gang de coachs et aussi de gestionnaires coach, à savoir, attention ici, il ne faut pas le brûler. Pas le brûler. Il s'en va dans quelque chose. Puis là, écoute, les AIC, là, il était assistant infirmier-chef. Puis là, sa chef, à un moment donné, il avait donné une affaire, puis les deux autres n'étaient pas contents. Le syndicat qui... alors là, il faut repositionner rapidement. On avait la chance d'avoir des déjeuners des coachs, là, où on se rencontrait tout le monde. Et Claude Poitras, qui exerçait un rôle très important, les Jean Cloutier, puis on avait nos coachs ICF, on avait nos gestionnaires coach, puis là, on partage expertise, expérience et tout ça. Et là, ils nous racontaient le parcours de nos HP. Hey! Puis là, on autocorrigeait, puis là, puis là, et là, toute la gang ensemble, OK, là, ça prenait des notes. Ça prenait des notes, à savoir, OK, ouais, là, je suis en train de le perdre. Ou là, voici ce qu'il faut faire. Puis toujours de le placer dans le bon moment, dans le bon contexte, à faire les bonnes choses. Le meilleur de soi-même, et là, il faut faire attention, lorsqu'il n'a pas ça, lorsqu'il n'est pas sur son X, il n'est plus sur son X. Exact. Hey, là, quand il n'est plus sur son X, vite, il faut le rattraper parce qu'on peut le perdre. C'est ça, là, ça glisse. Concrètement parlant, là, quand tu arrives, toi, là, dans un dossier d'entreprise, là, comment ça se passe? Tu sais, tu arrives, là, tu as une rencontre avec les dirigeants, mais comment ça se passe? Puis comment tu établis, par exemple, le diagnostic? Quel outil tu utilises, par exemple, pour établir un diagnostic pour dire, ben voilà la démarche que ça prend compte tenu
de la problématique que vous m'exposez ici. Ça, c'est un dada extraordinaire. Il faut arriver rapidement, si tu veux. C'est une de mes très grandes forces. L'acuité organisationnelle d'aller chercher, bon, où est-ce qu'on est du côté de la maturité organisationnelle, où est-ce qu'on est du côté de la culture, là, des éléments de contexte aussi. J'utilise mes propres outils, aussi d'autres, pour essayer de voir un peu, si tu veux, qu'est-ce qui se passe dans l'efficacité organisationnelle, là, qu'est-ce qui se passe du côté de... Alors, je fais un business case aussi sur les principaux indicateurs, si j'ai le temps, à quelque part. Donc, j'en fais plus que ce qui est demandé, à quelque part, et ça, c'est pas facturé, vraiment pas. Et à ce moment-là, je regarde le mandat, et là, on clarifie OK, la demande versus le besoin réel. Et très souvent, on se rend compte que, bon, et la capacité organisationnelle aussi qui doit être regardée, la motivation aussi organisationnelle doit être regardée. Et, bon, on parle de climat, on parle... Ils ont déjà, et je trouve fascinant, c'est qu'ils ont un paquet de données, un paquet d'informations, un paquet. Et là, il faut ramener ça. Donc, des fois, c'est les rapports annuels, des fois, c'est les... Et là, je regarde tout ça et je fais ça rapido. Sur une page et demie, là, je leur raconte, voici les zones chaudes, voici, là, et voici le mandat qui est confié et voici comment est-ce que ça pourrait... Donc, là, à ce moment-là, reformulation du mandat, deuxième étape après le pré-diagnostic, sous forme business case, puis bon, bref, de façon tangible. Et après ça, reformulation du mandat avec objectif, rôle et responsabilité. Ensuite, ma portion à moi, votre contribution aussi. Donc, on fait ça bien clair. Puis là, après ça, donc, on y va carrément dans le déploiement. On s'entend. Donc, il y a entente comme telle là, qui est établie avec le client. Et après ça, vois-tu, on run plan d'action et je positionne, si tu veux, autant si tu veux, manager, les équipes, les ressources, dans ce sur quoi on s'est entendu et on s'assure là-dedans d'être vraiment dans l'effet McDavid. Moi, je leur dis, moi, j'ai une date d'expiration, je suis consultant, je suis pas là pour rester. Oui, bien, c'est ça aussi. Hey! C'est écoute, ça aussi. Je suis là peut-être pour 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est pas un job à temps plein, là. C'est pas un job à temps plein. Puis c'est important, dans le fond, de rapidement... Et donc, je me connecte au cœur. Courage. J'en reviens encore aux éléments clés et talents, donc de tous. Et je leur donne le goût. Dans le fond, il faut que j'inspire, il faut que j'incarne à quelque part aussi le changement. J'incarne l'innovation, j'incarne la passion. Ils me disent, mon Dieu, Jean, sacré mon Dieu, tu brûles les planches et tout ça. Oui, mais moi, c'est vous autres que je veux voir vraiment évoluer, grandir, puis bon, faire sens dans ce qui est pour vous. Tu viens de toucher, Jean, tu viens de toucher à l'innovation, mais comment tu fais, toi, OK, pour faciliter et créer une culture ouverte sur l'innovation à l'intérieur des entreprises, dans les mandats où tu interviens? Écoute, il faut exploser, si tu veux, les modèles actuels. À travers, on fait ça simple, on regarde ce qu'on fait de bien. Puis après ça aussi, on regarde qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être en croissance, pour être encore meilleur, pour essayer de contrer tout un paquet d'affaires qui sont liées à la turbulence, au bruit ambiant et tout ça, pour qu'on redevienne des McDavid si on l'a perdu, cet effet-là. Ouais. Oh! Puis là, les forums ouverts, les World Café, les murs de reconnaissance, les murs de sens, les murs des intentions, les plans collaboratifs en 3 étapes. Écoute, mais tout ça, ça se fait avec le client en haut qui dit, ouais, là, je regarde la culture, c'est OK, non, on ne fera peut-être pas ça aussi vite, on va peut-être faire ça autrement. Et à quelque part, il m'impressionne. Ouais. Moi, il y a des clients là, qui m'impressionnent et pas à peu près. Je salue la gang de la DGT, de la DGTI, de Revenu Québec. Wow! Les autres, là, ils ont une charte de compétences. Ils ont un positionnement en matière de gestion de relève. PMO. Puis, bref, déjà des outils PMO. Mais il y a une cohérence, il y a une volonté, et il y a plus que ça. Il y a des plans d'action, il y a une vision, il y a d'affaires. Et c'est les gestionnaires, notamment aussi, je salue tous les gestionnaires de la DGTI, qui, pour certains, il faut de la gestion des savoirs de façon incubée, à l'intérieur même du rythme de leur charge de travail, de ce qu'ils, réunion d'équipe, Teams. Là, je les écoute, là, puis ils sont carrément, donc là, il y a du pairage, il y a du tandem, il y a du binôme, puis là, ça s'échange, ça se partage carrément des expériences. Là, on parle ici là, de connaissances tacites.
des connaissances tacites. Là, sur quelque chose que tu n'apprends pas à l'université. Là, on n'est pas dans l'explicite, on est dans le tacite. Puis là, à quelque part, tu as des grandes firmes, des grandes organisations qui font des cartographies des savoirs, puis là, des positionnements. Non. L'autre, c'est dans le vécu. On n'a pas le temps dans les... Ils le documentent. Ils documentent, ils ont de la documentation sur les meilleures expériences, les meilleures connaissances, et tout ça, c'est documenté. Puis là, moi, j'ai du fun avec eux autres parce que là, je leur dis, là, on a travaillé là, sur le muscle. Les compétences, les savoirs, ça, c'est comme un muscle. Si tu t'en occupes pas, ça disparaît ou ça y atrophie. Donc là, il faut s'assurer ici, François, c'est que, OK, il faut conserver, c'est une conservation des savoirs. Je fais du réel Jacob, à quelque part. Il m'a influencé énormément dans un paquet, mais c'est important. Les savoirs, il y a des âmes qui partent, il y a des ressources qui partent, il y a du capital humain qui s'effrite, qui quitte. Et certains me disaient, Jean, si t'étais arrivé une semaine plus tôt, je ne serais pas parti. Si t'étais comme pas... si t'étais arrivé donc plus tard, si t'étais arrivé plus tôt, donc je serais resté. Mais lui, c'est qu'il était une kingpin, il était... Et après ça, ben là, je ferais du Alain Gosselin en disant, écoute, à quelque part, hey, les impacts humains, ceux qui restent, ceux qui partent, et là, on travaille avec des âmes, on travaille avec des vies. Ceux qui sont partis pourquoi? On fait-tu des... Alors là, il faut travailler donc les planifications de carrière. Comment est-ce qu'on peut réutiliser? Comment est-ce qu'on peut utiliser les fins de carrière pour certains qui ont manifesté le désir de quitter dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire quelque chose avec eux? On a une opportunité de croissance ici, François, de les mettre en tandem avec les plus jeunes qui, eux, ils veulent, pas à peu près, créer des binômes. Je reviens donc à l'expérience, vois-tu, Revenu Québec. Pairage, tandem, jeunes, plus expérimentés. On les met en projet. On les met en projet aussi, mais pas sur n'importe quel projet, sur des projets porteurs. Le projet, le changement, maintenant, ma vision du développement des ressources humaines, changement organisationnel, il est incubé à l'intérieur même de la business, de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a à réaliser. On ne doit pas en avoir 15 projets. Si tu as 15 projets dans l'équipe, moi, à un moment donné, je regardais ça, je disais, non, ça ne marchera pas. Là, je regardais les 4S, 3, 4S, puis bon, les P, puis tout ça. Je dis, vous êtes asymétriques, gang. On n'y arrivera pas. Hein? Non. Puis là, c'est la question de parce que pourquoi? Puis je leur disais, ouais, OK, là-dessus. Mais là, moi, je suis juste un guide. Je suis juste un Sherpa. Même certains, Sainte-Justine me disaient, t'es un ninja. Mais tu sais, puis là, on n'a pas à rien combattre. Ce qu'on a à combattre, c'est nos peurs, c'est nos craintes. Exact. Nos peurs, nos craintes, c'est soi-même. Exact. Rendu à ce moment-ci, il nous reste 4-5 minutes. Là. J'ai 2 questions pour toi. Mais quel message lancerais-tu aux dirigeants, aux gestionnaires d'entreprise qui sont hésitants à aller de l'avant dans le changement puis de se faire accompagner par un consultant tel que toi? Donnez-vous la plus grande opportunité du monde, celle de connaître, reconnaître, mettre en valeur le meilleur de votre organisation, votre capital humain. Créer un océan bleu. Et là, ici, je fais dans le McKinsey, oui, dans la stratégie de l'océan bleu. Parce que quelque part, votre futur est dans le présent. Oui. Prenez soin de vos ressources et déployez le meilleur d'eux pour qu'ils soient sur leur X et pour qu'ils soient dans leur effet de McDavid pour les prochaines années. On en a besoin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, dis-moi, Jean, là, les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, puis qui te trouvent divertissant, intéressant et logique aussi, parce que en arrière de toute l'énergie et de la passion que tu dégages, là, on voit qu'il y a beaucoup de sagesse aussi. Là. On fait quoi là, pour te rejoindre, pour te parler, discuter, échanger avec toi, puis voir, mais écoute, comment on pourrait, par exemple, faire intervenir éventuellement un Jean dans notre business? On fait quoi pour te rejoindre? Ah, écoute, vous venez me voir. Venez me voir, donc, à ma business à Montréal, à Longueuil, d'une part. Vous m'appelez, vous allez sur mon site web, vous m'écrivez. Jean Bouchard? Oui, à Jean Bouchard, en commercial, synergierh.ca. OK. Vous allez sur mon site web, synergierh.ca.
vous m'appelez 418-806-8502 sur le cellulaire, je suis là. Vous allez sur LinkedIn aussi, je suis là. Vous allez sur Facebook aussi, Business, je suis là. Ma firme est là. Bref, je suis rejoignable en tout temps, 24 heures sur 24. Donc, tu es un peu comme McDavid, tu es partout sur la glace en même temps. Ah, mais écoute, j'étais encore très jeune, puis j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, écoutez, vrai grand plaisir de pouvoir construire, évoluer avec tout et tous. On a tellement à faire. C'est bon. Écoutez, merci beaucoup, Jean Bouchard. Merci pour ta fougue, ton énergie, ton partage, ta générosité ce midi. Et moi, tu as parlé avec beaucoup de passion, puis j'ai été dans un domaine de vente pendant plusieurs années et j'ai toujours dit que la passion vend. On n'a pas besoin de forcer une vente. Le fait de parler avec passion, avec énergie, avec conviction d'un sujet, OK, c'est accrocheur. Donc, je suis sûr que tu as accroché les auditeurs ce midi. Puis, je te remercie beaucoup de ta présence et je vous souhaite pour ceux et celles qui sont concernés et qui ont de l'intérêt une excellente rencontre avec Jean. Donc, merci beaucoup. Un mot de ta part? Cher François, merci d'avoir, partagé l'effet de McDavid. Avec toi. Avec moi. Ça a été extraordinaire moment. Écoute, une expérience. Wow, merci. Merci à toi. Merci à vous aussi, très chers auditeurs, auditrices, et à très bientôt pour un autre épisode de Ceci n'est pas du coaching.